B1, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Très heureux de vous retrouver. Les soupçons sont confirmés. L'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola est bel et bien déclarée en RDC. Le ministre de la Santé l'a fait savoir vendredi lors d'un point de presse qu'il a animé au programme élargi de vaccination. Les analyses qui ont été faites des échantillons prélevés sur les cas enregistrés en province orientale ont révélé que ces malades sont atteints de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Sur les 12 cas recensés, 7 sont décédés. Félix Kabange-Numbi, ministre de la Santé. La RDC aujourd'hui est atteint par une épidémie du virus Ebola. Et à ce jour, une première souche a été identifiée, c'est la souche Bundi-Budio. Deuxièmement, nous venons de prendre des mesures dans le cadre des mécanismes de gestion de l'épidémie. Ainsi donc, la coordination se fera à 3 niveaux. D'abord, au niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau de la zone de santé d'Issiro, la zone de santé de Viadana, la zone de santé de Dungu. Ensuite, nous avons une coordination intermédiaire au niveau de la province orientale et nous avons une coordination au niveau central. Et de son côté, l'OMS rassure de son apport dans la lutte contre cette épidémie. L'Organisation mondiale de la santé va se charger de diffuser cette information, en particulier aux pays voisins. L'Organisation mondiale également de la santé coordonne la réponse au niveau mondial, notamment en élaborant des guides qui permettent aux États membres de pouvoir mieux organiser la surveillance et la réponse aux épidémies. Au niveau national, l'OMS intervient toujours dans ces domaines, dans le domaine de la surveillance, également dans le domaine de l'appui à la coordination de la réponse et également intervient dans le domaine de la prise en charge. Il est donc recommandé à la population d'observer certaines règles d'hygiène telles que éviter de toucher tout animal trouvé mort et en manger sa chair, éviter de toucher sans protection les vomissements, le sang et les urines de malades atteints de cette maladie. Addis Abeba, Kampala, le dernier round serait joué à Maputo en Mozambique où les pays de la SADC se sont encore penchés sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les couloirs du développement, véhicules pour l'intégration régionale, thème du 32e sommet de la SADC qui s'est ouvert vendredi à Maputo. Joseph Kabila, président de la RDC, fait également partie de 15 chefs d'État membres de la sous-région présents à ces assises. À son arrivée dans la capitale mozambicaine, le président congolais a été accueilli par la ministre mozambicaine de l'Environnement. Au cœur des assises, le processus d'intégration régionale, mais aussi et surtout la question de l'agression de la RDC par le Rwanda, dont est très attendue des solutions durables de la part des participants. À en croire le ministre des Affaires étrangères congolais qui a pris part aux travaux préparatoires, la SADC affirme son soutien à la RDC dans la recherche de la paix dans le Nord Kivu. Mais si je dois me fonder sur les recommandations que la Troïka en charge des questions de politique, défense et sécurité va faire au chef d'État, je pense pouvoir déjà affirmer que la République démocratique du Congo fera à nouveau l'expérience et la solidarité de la SADC. Autre moment fort de ce grand rendez-vous de la sous-région, c'est la passation des témoins entre l'Angola et le Mozambique. Et c'est ce samedi que se sont clôturés les travaux. 100 jours se sont écroulés depuis que le gouvernement Matata est en fonction. Et pour marquer ce cap, le chef du gouvernement a tenu à rendre compte des actions jusqu'ici menées par son équipe. De la politique au social, le Premier ministre se dit satisfait de l'évolution de ces opérations. Mai 2012, Matata Mponyo et son équipe gouvernementale sont investis à l'Assemblée nationale. Dans sa feuille de route, le Premier ministre a promis aux élus du peuple, notamment, de travailler pour la bonne gestion du budget et des finances, de rétablir la paix et la sécurité, de moderniser les infrastructures de base et d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Voilà maintenant 100 jours depuis l'investiture du gouvernement, l'heure est à l'évaluation. Une évaluation faite ici par lui-même, le chef de l'exécutif national. Votre gouvernement n'a ménagé aucun effort pour mener des politiques budgétaires et monétaires, non seulement rigoureuses et coordonnées, mais aussi des politiques porteuses de croissance économique. À cet égard,
le taux d'inflation entre le mois de mai et le mois de juillet 2012 a été contenu à son plus bas niveau depuis une dizaine d'années. Dans les domaines de la politique, diplomatie et justice, le Premier ministre note une percée sans précédent. Au regard de la situation des conflits à l'Est, il faut reconnaître la percée diplomatique sans précédent. Sous le leadership actif du chef de l'État, président de la République, qui a permis au pays d'obtenir la publication de l'annexe au pré-rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur les violations de l'embargo sur les armes à destination de la RDC. Quant à l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base, le chef du gouvernement s'est félicité des avancées enregistrées. Le début des travaux de salubrité publique dans la province, dans la ville-province de Kinshasa, a contribué sensiblement à redorer l'image des marques de la capitale, qui certes va retrouver, moyen terme, sa beauté d'antan. En matière de transport urbain, même si les retombées ne se font pas encore sentir, la concrétisation de l'exploitation de ces secteurs à travers un partenariat public-privé au bénéfice de la population de Kinshasa n'est plus qu'une question de mois. À côté des actions visibles, Matata Mponyo a cité beaucoup d'autres réalisées dans l'ombre, notamment en matière d'amélioration du climat des affaires. À noter qu'un dispositif de suivi et évaluation du programme, devant ainsi rendre l'ensemble du gouvernement redevable devant la nation, sera bientôt mis sur pied, a annoncé le Premier ministre. Une carte biométrique à identifiant unique sécurisée, désormais disponible pour tous les travailleurs du Congo. Une carte mise sur pied par l'INSS, dont la présentation officielle a eu lieu ce mardi au Grand Hôtel Kinshasa. Corinne Saboué. L'Institut national de sécurité sociale, INSS, tient à tout prix à moderniser ses méthodes de travail pour la promotion de l'activité économique. Il a à cet effet procédé ce mardi au Grand Hôtel Kinshasa à la présentation officielle d'une nouvelle carte pour travailleurs avec identifiant unique sécurisé. Conçue avec une technologie moderne, est une véritable révolution de l'histoire de notre caisse. En effet, elle procure un identifiant dit unique à deux égards. D'abord, elle accompagne le travailleur tout au long de sa carrière et sera même là lors de sa prise en charge, sauf qu'il s'ajoutera un caractère distinguant la nature de la prestation à toucher. Ensuite, elle ne laisse aucune possibilité de doublon, c'est-à-dire un numéro pour un seul individu à lui tout seul. Pour le vice-premier ministre et ministre du Budget, cette carte permettra à l'INSS de mieux gérer ses affiliés. Et la classe moyenne dans tout pays recherche à la fois stabilité et progrès. La sécurité sociale est appelée à offrir ces deux éléments, mais elle ne peut le faire que si elle peut identifier et gérer ses affiliés de la manière la plus efficace. Les bénéficiaires saluent l'initiative à sa juste valeur. En cas d'un accident professionnel ou une maladie professionnelle, je peux facilement me présenter auprès de l'INSS et justement commencer à tirer profit de toutes les cotisations que j'avais à faire pendant ma période professionnelle. Une cotisation qui vous donne quelque chose comme 7% de mon salaire, 50% prise en charge par mon employeur et 50% par moi-même. Ces nouvelles cartes biométriques avec identifiant unique ont été remises aux prestataires sociaux à titre symbolique. Ils sont toujours prêts à venir en aide chaque jour et partout là où le besoin se fait sentir. Les travailleurs humanitaires sont prêts à intervenir même dans les endroits les plus isolés et les plus inaccessibles. Et cette année, à l'occasion de la Journée internationale de l'aide humanitaire, célébrée ce 19 août, les ONG nationales et internationales de la RDC plaident pour plus de respect et de sécurisation de leurs agents opérant dans les zones de conflit. Patricia Ponzo et Tito Kiché. 19 août, Journée internationale de l'aide humanitaire. Ce vendredi, la communauté humanitaire de la RDC, les ONG nationales et internationales et le gouvernement congolais ont célébré cette journée à Kinshasa, dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts. Occasion de sensibiliser l'opinion sur le travail de l'assistance humanitaire. L'occasion a été également de lancer un message aux groupes armés, celui du respect du travail des humanitaires, et au gouvernement de faciliter le travail de ses agents sur terrain.
Des femmes et des hommes au service de leurs semblables, thème retenu cette année, démontre à suffisance que les populations sont les premiers agents humanitaires. Quand on regarde l'action humanitaire, c'est vrai, les internationaux, les organisations non gouvernementales, les internationaux, les nationaux interviennent. Mais quand on regarde, quand il y a une crise immédiate, ce sont les communautés hautes qui sont le premier secours. Parce que c'est elles qui accueillent d'abord les réfugiés ou les déplacés internes. Et donc c'est en cela que je disais que nous devons célébrer les femmes et les hommes au service de leurs semblables. Le gouvernement congolais, qui salue ce noble travail, affirme que très bientôt, une plateforme d'échange sera mise sur pied pour une coordination intense entre les deux parties. Je crois que pour l'instant, nous sommes en train de réfléchir comment passer du mode d'urgence dans un mode de développement, si vous voulez, intégré ou un mode de développement plus durable. Mais c'est vrai que vous savez, la République démocratique du Congo a plusieurs ennemis, donc les situations de guerre successives auxquelles nous sommes confrontés nous empêchent au fait de passer de ces modes d'urgence vers un mode de développement durable. C'est pour ça que nous avons inversé un peu les priorités. Au lieu de travailler sur l'urgence, nous travaillons maintenant sur le rétablissement de la sécurité. Bien que la situation sécuritaire soit préoccupante dans l'est de la RDC, la communauté humanitaire dit n'est pas baisser les bras. Nos équipes sont dans les zones, dans les secteurs, pour identifier de façon beaucoup plus précise les besoins humanitaires dans tous les secteurs. Donc, le secteur éducation, santé, besoins alimentaires, etc. Très récemment, il y avait la secrétaire générale adjointe du secrétaire général pour les affaires humanitaires qui était là. Ils ont eu un très bon échange et il nous a promis tout son soutien et toute son assistance pour que l'aide soit encore plus efficace dans ces zones à problème et sinistrées. La visite des stands par les autorités, la sensibilisation des humanitaires ont ponctué cette commémoration. Si vous habitez Delvaux ou les quartiers avoisinants, vous êtes sûrement tributaire des taxis communément appelés Lalou. Lalou qui fait donc référence à l'avenue où circulent ces taxis d'un état assez particulier. Je vous invite à les découvrir dans ce reportage de Christelle Mabiala. Voici l'état des véhicules taxis qui circulent sur l'avenue Lalou au quartier Delvaux dans la commune de Galiema. Conscients de l'état de leur engin, ces chauffeurs avancent tout de même plusieurs raisons. Nous avons choisi cette route parce qu'elle n'est pas connue de l'État. Et aussi parce que nous n'avons pas tous nos documents au complet. Vinaigre, autorisation de transport, permis et vous à la petite. Voyez-vous même l'état de cette route. Nous n'avons pas trop de choix. Les véhicules ne sont pas en bon état. Nous les bricolons nous-mêmes. Si nous osons sortir sur les grandes artères, nous avons peur que les pneus se détachent du véhicule. Nous ne voulons pas exposer nos clients à des risques d'accident. Nous préférons ce tronçon parce qu'aussi il n'y a pas trop de dérangement des roulages. Faute de mieux, les clients font avec. C'est très risquant, mais que voulez-vous? Nous n'avons pas le choix. Ces véhicules nous aident tout de même. L'État doit également réhabiliter ce tronçon. Des inconvénients, il y en a. Mais nous devons simplement être prudents. Car vous pouvez vous blesser en montant dans le taxi. Vétustes, certes, mais les chauffeurs de ces véhicules doivent tout de même jouer à la prudence. Veuillez, si vous montez à bord d'un de ces taxis, que votre habit ne soit pas accroché. Les résidents du motel Fikine dans la commune de Limété accusent la foire internationale d'être à la base des perturbations du courant électrique dans leur quartier. Selon ses habitants, ils se disent être préjudiciés par la SNEL qui fournit plus d'énergie électrique à la Fikine à leur détriment. Christian Kibambé dans ce reportage de Joël Inyang. À Lembafoire, l'énergie électrique s'est fait rare, l'obscurité y règne en maître. Les habitants de ce quartier, indignés par cette situation, accusent la foire internationale de Kinshasa d'être à la base des perturbations. Nous avons remarqué que depuis l'ouverture de la foire, on n'a plus de courant. C'est entre minuit et 1 heure que l'électricité revient pour repartir vers 2 heures ou 4 heures du matin. Notre courant à Lemba était devenu stable. Mais depuis que la Fikine a ouvert ses portes, l'électricité est devenue un vrai manque.
C'est à minuit ou 1 heure que le courant revient. Pour cet autre citoyen, le problème doit être étudié en profondeur. De ma part, le problème n'est pas la foire parce qu'il existait depuis longtemps. Je pense qu'il y a un problème au niveau d'Inga et des zones. La FIKIN et la SNEL n'ont donné jusque-là aucune explication à ce sujet. Et pour terminer, c'est à l'âge de 24 ans que Fabrice Mwamba, jeune footballeur britannique d'origine congolaise, a pris sa retraite. Il a été contraint par son état de santé à stopper avec sa carrière après avoir fait un arrêt cardiaque lors de la rencontre opposant son équipe Bolton contre le club de Tottenham en quart de finale. C'est avec les larmes aux yeux qu'il a fait ses adieux à son public. Aussi vrai que cela puisse paraître, Fabrice Mwamba, jeune espoir britannique d'origine congolaise, ne jouera plus au foot. Décision prise bon gré mal gré après avoir suivi les conseils de ses cardiologues britanniques. Le jeune footballeur met un terme à sa carrière à l'âge de 24 ans. Le 17 mars dernier, alors que son équipe jouait en quart de finale contre le club de Tottenham, Fabrice était écroulé subitement et avait fait un arrêt cardiaque. Son cœur s'était arrêté de battre pendant 78 minutes. Il avait passé 4 semaines au Chest Hospital où il a eu la vie sauve après un suivi médical. Le sorti de l'hôpital, il avait avoué être optimiste quant à sa reprise de carrière. Hélas, le miracle ne s'est pas produit. Difficile décision, mais le choix est fait. Fabrice arrête à 24 ans. Et c'est par ici que se termine ce magazine. Vous nous recevez également dans la commune de Limité. Merci de votre fidélité à nos programmes.